Bonsoir tout le monde, on est très content de vous voir aussi nombreux. En fait, ce soir, c'est un peu particulier parce qu'on fête les 6 ans de notre asso Beast Not Dead avec Bastien, qu'on a fondé en avril 2018, ça commence à remonter un peu. Merci. Et du coup, pour l'occasion, on s'est dit que ce serait cool de faire cette soirée Bruno Mattei, Rad Manhattan avec David. Donc c'est une soirée qui a été annulée 4 fois. Donc la soirée n'est pas finie, hein, mais on est quand même... Jusqu'à maintenant, tout marche. Donc on est très content de recevoir David, hein, donc j'espère que tu es content d'être là aussi. Oui, carrément. Donc voilà, en fait on va laisser David parler, mais vous allez voir un film très particulier, d'un réalisateur très particulier, d'une période très particulière. Donc David est expert un petit peu sur le sujet, donc... Oui, parce qu'il a écrit un bouquin du coup sur le réalisateur du film que vous allez voir après, donc il va vous en parler beaucoup mieux que nous. Donc on va vous laisser avec lui, et puis voilà quoi. Donc voilà, David a présenté le film, il y aura une série de bandes annonces après pendant quelques minutes des films de Bruno Mattei. Et après le film. Et puis après, si vous voulez poser des questions aussi, enfin si David a envie de répondre aussi. Et après la séance, n'hésitez pas à rester, il y aura un échange qui pourra durer le temps que vous voudrez, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé quoi. Voilà. Bonne soirée à vous en tout cas. Merci. Bonsoir à tous d'abord, et merci d'être venus à cette soirée. Alors, je remercie ceux qui m'ont fait l'honneur de m'inviter, donc le Cinéma Le Royal, Bastien et puis Marvin, et parce que je suis toujours content de parler de ce réalisateur qui est Bruno Mattei, qui est un réalisateur très très particulier, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors je vais d'abord me présenter, donc je suis David Didlot, j'ai 53 ans et je travaille pas du tout dans le cinéma, puisque je suis professeur de français en fait, dans le civil comme je dis. Et si Marvin et Bastien ont fait appel à moi, c'est parce que je suis passionné de cinéma bis, de cinéma d'exploitation, cinéma érotique et pornographique également. Et j'ai édité donc plusieurs fanzines, Vidéotopsie, aujourd'hui un fanzine qui s'appelle Érotique Bazar. Donc voilà, vous avez compris le programme. Et j'ai également écrit quelques romans. Mais s'ils m'ont convié à cette soirée, c'est parce qu'en 2016, comme le disait notre camarade, c'est que j'ai fait paraître un livre qui était consacré donc à Bruno Mattei et qui s'appelait donc Bruno Mattei itinéraire bis et qui faisait un petit peu le tour de toute sa carrière et de tous ses films. Alors, peut-être pour commencer, donc quelques mots sur ce réalisateur si particulier, qui est donc Bruno Mattei. Alors, c'est un réalisateur qui est né en 1931, qui est mort en 2007, et donc c'est un réalisateur qui en fait appartient à cette génération de cinéastes italiens qui ont fait les belles heures du cinéma populaire transalpin, du cinéma d'exploitation, au même titre que Lucio Fulci ou Umberto Lenzi, Joe D'Amato aussi, je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, mais par exemple, Bruno Mattei, il est né la même année que Umberto Lenzi. Mais alors, contrairement donc au nom que je viens de vous citer, Bruno Mattei en fait est resté en quelque sorte le vilain petit canard de la couvée. Aujourd'hui, on reconnaît les mérites d'un Lucio Fulci ou même d'un Joe D'Amato, mais Bruno Mattei, ça reste le pire réalisateur de tous les temps, beaucoup. Le Ed Wood italien, ça me semble être un peu injuste. Alors c'est vrai que ces films sont très vite qualifiés de nanar, de navet, et c'est vrai qu'on le réduit généralement à quelques lieux communs. Alors on dit de lui par exemple que c'est un utilisateur forcené de stock shots dans ses films. Alors les stock shots, ce sont des images, on va dire, empruntées ou carrément repiquées, volées à des documentaires ou même à d'autres films qu'on insère dans ses propres films pour les gonfler un peu, pour masquer leur indigence. C'est vrai qu'il en a utilisé beaucoup dans ses films. On parle aussi d'incompétences techniques quand on parle de son cinéma, de budget minuscule également, d'acteurs totalement nuls, d'incohérences scénaristiques, d'effets spéciaux bricolés, et surtout de plagiat absolument scandaleux.
Alors, il y a du vrai là-dedans, il n'y a jamais de fumée sans feu, mais enfin, Mattei, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que c'est le réalisateur de plus d'une cinquantaine de films quand même. Plus d'une cinquantaine de films et des films qui ont souvent profité en plus. Alors à l'époque, les années 70 notamment, d'un système de coproduction entre pays européens et donc des films qui bénéficiaient en fait de fonds français, espagnols, allemands, ce qui permettait de réaliser des films à moindre coût, mais aussi de réunir des castings internationaux, ce qui est assez intéressant, et c'est un procédé qui a un petit peu disparu aujourd'hui. Alors, c'est donc plus de 50 films, mais c'est plus du double en tant que monteur, en fait, ou assistant monteur. Donc, c'est plus compliqué que réalisateur de simple nanar, comme on le dit si souvent aujourd'hui. Alors, après avoir hésité entre des études d'architecture ou de militaire dans la marine, Mattei donc va commencer sa carrière dans le montage. Et il va s'habituer très tôt en fait aux fragments, à la matière même du film, à la pellicule qu'il faut coller, aux chutes qu'il faut ranger, qu'il faut classer, etc. C'est un vrai travail d'artiste qui va formater pour toute sa carrière, son style, son statut de bricoleur, si j'ose dire, qui lui assurer en fait une compétence technique indéniable, un sens de la débrouille aussi, il va en avoir besoin vu les budgets qui lui seront accordés, et un sens du rythme également, qu'on ne trouve pas chez tous les réalisateurs italiens d'ailleurs de la période. Il y a très peu de longueur en fait dans les films de Mattei, et on s'ennuie très rarement. Alors, il a travaillé donc sur une multitude de films en tant que monteur ou assistant monteur dans tous les genres. Des films d'aventure dans les années 50 et 60, alors avec un réalisateur un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Sergio Grieco, qui a fait plein de films d'aventure, des péplums, des westerns, des comédies sexy, des giallo également, des thrillers à la sauce italienne, des films d'espionnage. Pour un réalisateur notamment plus connu pour ses westerns qui s'appelait Sergio Solima, et au générique desquels on va trouver pour la première fois le nom de Jordan B. Matthews au générique à la place de Bruno Mattei. Et en fait, Jordan B. Matthews, c'est son premier pseudonyme. Alors selon un procédé largement partagé à l'époque, pour mieux vendre le film à l'étranger et pour faire passer le film en fait pour une production américaine, puisque ça se vendait beaucoup mieux que les films italiens. Et Mattei, au cours de sa carrière, va accumuler plus d'une trentaine comme ça de pseudonymes, ce qui fait que les génériques de ces films sont souvent en fait sont à décrypter, sont de véritables énigmes, parce qu'on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière tel ou tel nom. Alors, je passe parce que là sinon on en a pour des heures, mais enfin il a monté ou il a assisté le monteur de multitudes de films. Mais je vais quand même citer deux réalisateurs avec lesquels il a travaillé, que vous connaissez peut-être, notamment un. Je veux parler de Jess Franco, qui est un réalisateur espagnol, très connu, aujourd'hui devenu culte, qui est mort, bien sûr, aujourd'hui, et avec lequel d'ailleurs on le compare, à tort, mais avec lequel on le compare assez souvent. Et alors, il a monté certains de ses films, en tout cas il a assuré le montage italien de certains de ses films, et notamment d'un film, alors c'est en 1969, qui s'appelait 99 femmes, et qui était en fait un film de prison pour femmes. Alors c'est un genre très particulier, où on enferme généralement de belles filles dans une prison, et ce qui est promesse d'érotisme, de sadisme, de lesbianisme, etc. Et Mattei donc va assurer le montage italien de ce film. Alors je parle de ce film parce que le film de Prison pour femmes, qui est une variante en fait du film érotique, on va dire, c'est un genre qui va le marquer littéralement, puisque on trouvera ensuite dans sa filmographie en tant que réalisateur quantité de films appartenant à ce genre.
Et puis je cite aussi ce film parce que là, il y a un petit mystère qui est assez exemplaire en fait de la carrière de Mattei. C'est qu'on dit, mais on n'en est pas sûr, qu'il aurait également, pour ce film, tourné les séquences hardcore, donc les séquences X pornographiques de la version porno de ce film, alors qui était sorti en France sous le titre Les Brûlantes. Et on n'en est pas sûr, on ne sait toujours pas si c'est lui qui a tourné ces séquences hardcore. Moi, ça m'étonnerait parce que Mattei a toujours dit que bon, il n'aimait guère le cinéma porno, même si il subsiste quelques doutes encore aujourd'hui sur certains films porno italiens du début des années 80 qui constituaient en fait le premier âge d'or du genre porno en Italie. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, Mattei, c'est un réalisateur qui, dont les mystères ne sont pas tous encore aujourd'hui mis à jour. Et ça rend le réalisateur encore plus intéressant, en tout cas à mon sens. Alors, dans cette période donc de monteur, dans ces années de formation, il travaille aussi avec un réalisateur, alors aujourd'hui totalement oublié et totalement méconnu, qui s'appelait Roberto Bianchi Montero. Alors, qui est mort en 86, qui est un réalisateur multicarte, hein, qui a touché à tous les genres, comme beaucoup de réalisateurs italiens de la période. Et il va travailler avec ce Roberto Bianchi Montero. Et il va travailler en particulier sur un genre de film qu'on retrouvera ensuite dans sa filmographie en tant que réalisateur, qui est le film Mondo. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce genre très particulier, mais le film Mondo, c'est quoi? Comment pourrait-on le définir? Ce sont des pseudo-documentaires très tournés vers le sexe, très tournés vers la violence, très tournés vers la mort, prétendument exotiques, tournés aux quatre coins du monde, alors que souvent c'était des séquences qui étaient totalement bidons, tournées aux alentours de Rome, mais on fait croire que ça avait été tourné aux quatre coins du monde. Mais alors, qui se targuait d'avoir une espèce de portée sociologique et ethnologique, mais qui en fait n'était là que pour montrer des fesses et puis du sang. Bon, voilà, c'est un genre un peu putassier, on va dire, du cinéma bis italien. Et donc, ce Roberto Bianchi Montero va enquiller une dizaine de films de ce genre-là entre 62 et 64, et Bruno Mattei va en monter quelques-uns. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans la filmographie de Mattei, réalisateur, on trouvera aussi des films du genre Mondo. Voilà. Alors des Mondo, généralement chez Mattei, tournés très très sexy, quoi. Hein, des Mondo sexy. C'est encore un sous-genre du Mondo où on montre beaucoup de nanas à poil, quoi. En fait. Voilà, donc ça c'est deux rencontres à mon sens qui sont fondatrices pour le futur réalisateur Mattei. Alors, après ces années de montage, on peut dire que sa carrière commence réellement en 1975, parce que là, il fait la rencontre d'un réalisateur que vous connaissez probablement et qui va être un véritable tournant dans sa carrière, qui est Joe D'Amato. Alors, Joe D'Amato, grand réalisateur italien que personnellement j'adore évidemment, et il va co-signer en fait le scénario d'un film absolument génial, qui est un fleuron vraiment du cinéma d'exploitation italien, qui est Emmanuel et Françoise. Emmanuel et Françoise, les Sorelline en italien, qui est en fait un remake d'un film grec, bon, je passe sur les détails, et qui est un film extrêmement cruel, sanglant, très érotique. Bon, alors, il co-signe le scénario de ce film, et d'aucuns disent même qu'il aurait participé à la réalisation. Enfin bref, il commence sa carrière sous les auspices, en quelque sorte, des deux groupes ailes, j'ai envie de dire, de son œuvre, le sang et le sexe. Donc après ça, on va le trouver. Alors il va réaliser une comédie sexy, un peu anecdotique, en 1976,
Et le premier créneau auquel il va se consacrer, c'est un créneau que vos camarades, dont vos camarades vous ont parlé il y a très peu de temps, et ça vous donne tout de suite la couleur de la filmographie de Mattei, c'est la Nazi Exploitation. Alors, la Nazi Exploitation, en bon français, sont des films tournés vers les horreurs, on va dire, du Troisième Reich, mais de manière en fait très bande dessinée, très excessive, qui mettent tout de suite une distance par rapport au sujet, qui peut choquer évidemment, mais on n'y croit pas un instant, quoi. Et Mattei, évidemment, On va se jeter sur ce créneau suite au succès d'un film que vous avez peut-être vu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Salon Kitty de Tinto Brass en 1975, qui a été un petit peu le film qui a lancé, on va dire, ce créneau. Alors chez Mattei, ça va s'appeler. Alors il réalise 2 films de ce créneau-là. Alors il y en a un qui s'appelle La Maison Privée des SS, ou alors c'est Hôtel de Plaisir pour SS, c'est le même film, ou SS Girls aussi, en vidéo. Et puis qui était un remake, un plagiat même absolument éhonté de Salon Kitty, mais vraiment, mais avec un peu plus d'excès, un peu plus de sang, un peu plus de sexe, quoi. Toujours aller un peu plus. Et un autre film donc de ce créneau qui s'appelait KZ9, Camp d'extermination, qui là pour le coup était un film extrêmement dur sur le sujet. Alors c'est d'ailleurs des films qui connurent pas mal de soucis avec la censure italienne à l'époque. Alors c'est un genre, la Nazi Exploitation, qui a duré très très peu de temps. C'est 75-77. C'est un genre un peu éphémère. Et les Italiens évidemment se sont jetés dessus, y voyant évidemment une manne financière, des bénéfices à faire au cinéma. Alors c'est intéressant aussi ces 2 films parce que c'est avec ces 2 films que Mattei en fait inaugure, pour la première fois, ce que j'appelle le précepte de 2 films en un. C'est-à-dire que les 2 films en fait sont tournés quasiment en même temps, ce qui autorise donc des délais de tournage extrêmement courts. Pour ces 2 films-là, on parle de 2 semaines, pour 2 films. Avec les mêmes acteurs, dans les mêmes décors, avec les mêmes costumes, voilà, ce qui évidemment réduit les coûts de production. Alors en 1977, je passe un peu, mais Mattei va obliquer vers un autre genre, alors bien graveleux là aussi du cinéma bis, le film Mondo, dont je parlais un petit peu juste avant. Alors tendance très sexy, de 77 à 80, et Mattei va en réaliser 4. Je vais aller assez vite, mais il y avait un film en 77, il y a un film qui s'appelle, qui est inédit en France encore, Noti Porno nel Mondo, les nuits porno dans le monde. C'est tout un programme. Il y en a un autre qui s'appelle Emmanuel, qui est aussi inédit en France, Emmanuel et les Noti Porno nel Mondo numéro 2, qui est Emmanuel et les nuits porno dans le monde. Et alors, ce sont 2 films, alors c'est assez intéressant, ce sont 2 films en fait dont la vedette était, elle présentait en fait les différents segments comme une espèce de speakerine, quoi. Et la vedette était Laura Genser. Alors je sais pas si vous connaissez Laura Genser, l'égérie de Joe D'Amato, la Black Emmanuel en fait, c'est elle qui jouait Black Emmanuel dans la série des films de Joe D'Amato. Et évidemment, ces 2 films-là ont été vendus sur son nom. Et ils ont connu un certain succès, notamment en Italie. Donc, Mattei remet le couvert pour 2 autres Mondo. Alors, il y en a un qui s'appelait, alors celui-là, il n'est pas inédit en France, il est sorti en VHS, mais en version coupée. Il y en a un qui s'appelait Le Sexe Interdit, ou Bibliomania en Allemagne, c'est un programme. Et sa suite, alors c'était Sesso Perverso, Mondo Violento. Donc le sexe pervers et le monde violent. Voilà, tout est dit, quoi, voilà, avec des séquences absolument dingues, mais ce qui est marrant dans ces films-là, c'est qu'on nous fait croire que c'est du vrai, alors qu'en fait, tout est tourné à Rome, aux alentours, tout est bidonné, en fait. Ce qui rend le film, plutôt amusant, quoi. Voilà. On est donc là, très clairement, dans la période érotique de Bruno Mattei, et c'est pas un hasard si entre 77 et 80, donc en 79, il co-réalise un film purement érotique
qui s'appelle Cicciolina Amore Mio, et qui est un des premiers films en fait à sublimer, à mettre en vedette, on va dire, la Cicciolina. Bon, je pense que tout le monde connaît, actrice porno italienne, enfin pas italienne d'origine, mais je veux dire qui a fait sa carrière en Italie, voilà. Et bon, il a tourné avec la Cicciolina. Alors pas un film porno, hein, mais un film érotique. Co-réalisé par Riccardo Schicchi, qui était celui qui a lancé le porno en Italie, on va dire, qui était d'ailleurs le petit ami de la Cicciolina. Et c'est un film alors assez médiocre, mais qui a connu d'énormes problèmes de censure, qui a été saisi par la commission de censure italienne, parce que dedans on trouvait des plans qui ne pouvaient pas passer en Italie, genre la Cicciolina qui écarte les jambes, et en arrière-plan, on a le dôme de la basilique de Saint-Pierre, quoi. Ça en Italie. Ça passe pas. Donc il a été saisi par la commission pour obscénité et indécence. Mais bon, c'est pas terrible quand même globalement. Alors, plus intéressant, c'est aussi à cette période, donc en 1981, que Bruno Mattei va faire la connaissance d'un futur réalisateur et d'un cinéaste qui aura une importance capitale dans sa carrière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il fait la connaissance de Claudio Fragasso. Et en fait, ce Claudio Fragasso, c'est un scénariste, qui est plutôt tourné, qui a plutôt des ambitions dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma un peu intellectuel, etc. Et qui pourtant va, collaborer avec Bruno Mattei pendant une dizaine d'années, de 1980 en gros jusqu'à 1990, et qui va devenir son scénariste attitré, son co-réalisateur, son responsable des effets spéciaux, enfin bref, l'homme a tout fait en quelque sorte de Bruno Mattei, Claudio Fragasso, donc, que l'on retrouve d'ailleurs, si je ne me trompe pas, au générique d'Eram Manhattan. Voilà. Et alors, avec ce Claudio Fragasso, ils vont continuer à respecter ce précepte des deux films en un dès l'année suivante, 80-81, avec un nouveau genre qu'ils abordent et qui s'appelle le film de nonne. Alors en fait, ça s'appelle en anglais, c'est la non-exploitation, la non-exploitation. Qui sont donc des films de nonnes. Généralement tournés en huis clos, dans des couvents, etc. Et qui sont des promesses, évidemment, d'érotisme, de fantasme, de frustration, etc. Mais aussi des promesses fantastiques, puisque dans les couloirs sombres de ces couvents peuvent apparaître des fantômes, etc. Donc c'est un petit filon du cinéma bis italien, qui a eu son heure de gloire dans les années 70. Et là encore, donc Mattei et Fragasso vont sacrifier à ce genre avec deux films jumeaux. Alors le premier plus orienté sexe et le deuxième plus orienté fantastique, qui sont Les Novices Libertines, qui est sorti il y a assez peu de temps en Blu-ray chez le Chat qui fume, l'éditeur français, et puis L'Autre Enfer. Un film donc de non-exploitation qui s'appelle L'Autre Enfer. Et ce sont deux films qui sont tournés à peu près en même temps, dans les mêmes décors, avec les mêmes acteurs, dans les mêmes costumes, etc. Ce qui fait que pour le tournage de ces deux films, on parle de 5 semaines à peu près, ce qui est absolument rien, évidemment, pour deux films, quoi. Voilà. Et ce sont deux films aussi qui mettent en place réellement les règles de ce duo entre Mattei et Fragasso. L'un, en fait, Mattei s'occupe en plus, j'ai envie de dire, du montage, de l'aspect technique, et Fragasso s'occupe en plus de la direction d'acteur, parce que Mattei était quelqu'un, en fait, d'après les témoignages que j'ai pu avoir, était quelqu'un d'assez timide en fait, quelqu'un qui avait du mal dans les relations sociales et qui ne se sentait pas à l'aise pour diriger les acteurs. Et il laissait donc ça à son compère Claudio Fragasso. Donc la machine est lancée pendant une dizaine d'années. Et alors, pendant ces 10 ans où il va travailler donc, avec Claudio Fragasso,
évidemment, il y a, comment dire, le cultissime Virus Cannibal, qui est donc un film co-réalisé par Fragasso et Mattei. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, si vous l'avez vu. Mais bon, c'est un film sur lequel on a beaucoup écrit, on a beaucoup dit. Alors, Virus Cannibal, c'est un film de zombies, hein, mais c'est un film de zombies qui s'engouffrait en fait dans la brèche ouverte par George Romero et par son Dawn of the Dead, son zombie, et par Lucio Fulci aussi avec L'Enfer des zombies en 1979, soit un an avant la sortie de Virus Cannibal. Alors, c'est aussi, ce film-là, Virus Cannibal, c'est la première fois que Bruno Mattei adoptera le pseudonyme qu'on trouve d'ailleurs pour les rats de Manhattan, à savoir Vincent Dawn. Et Dawn, donc en hommage en fait à Dawn of the Dead. Le film de George Romero, Dawn of the Dead, qu'en France on connaît sous le titre tout bête de Zombie. Voilà. Alors c'est un film qui est resté célèbre pour ses délires gore déjà, pour ses scènes extrêmement gore, pour également ses dialogues, ses scènes absolument improbables, et aussi, alors pour ses stock shots, je vous en parlais il y a peu de temps, les stock shots, donc ces images qui étaient empruntées à d'autres films ou d'autres documentaires, et qui dans Virus Cannibal sont absolument dégueulasses, parce que c'est des stock shots qui sont empruntés à un documentaire alors italo-japonais qui s'appelait Nuova Guinea, l'isola dei cannibali, donc Nouvelle-Guinée, l'île des cannibales. Et en fait, dans ce documentaire, on avait des rites funéraires et des rites cannibales qui étaient montrés full frontal, réellement, et qui sont insérés donc dans Virus Cannibal pour lui donner un peu de corps et pour rendre le film encore plus dégueulasse, quoi. Voilà. Et alors, Virus Cannibal, c'est aussi un film qui est extrêmement connu. Parce que la BO du film, la musique, est tout entière, tout entière, empruntée en fait au groupe Goblin, que certains connaissent, je suppose, empruntée à la musique de Zombie, empruntée à la musique de Contamination, de Blue Holocaust. Enfin bref, c'est des thèmes, des musiques qu'on retrouve dans d'autres films et on les trouve ici, mêlés dans Virus Cannibal. Alors, on a souvent dit que Mattei avait piqué ses musiques comme ça, sauvagement. Non. Il avait tout de même, il y avait un accord avec l'éditeur Carlo Bixio, et en fait, le nom Goblin apparaît au générique de Virus Cannibal. Mais en tout cas, c'est fou, quoi, parce que on a l'impression de se retrouver dans Zombie, dans Contamination. Enfin bref, c'est un film, que je vous conseille, qui est vraiment délirant, quoi. Voilà. Donc, après Virus Cannibal, il s'attaque à un autre genre. Alors, le péplum érotique, suite au succès d'un film dont vos camarades vous ont parlé, qui est Caligula de Tinto Brass, là encore, et donc évidemment les Italiens s'engouffrent dans la brèche et vont sortir comme ça une paire de péplums. Alors, il ne faut pas chercher de vérité historique, évidemment, mais où on va, parce que là c'est n'importe quoi, mais où on va exploiter les frasques les plus sadiques, les plus érotiques, des personnages les plus branques de l'Antiquité, au premier rang desquels, évidemment, Caligula lui-même, l'empereur fou. Et donc, évidemment, Mattei va s'engouffrer dans la brèche, pas avec Fragasso. Fragasso n'aimait pas ce genre-là. Là, pour le coup, il n'a pas travaillé avec Fragasso, avec deux films. Donc, des coproductions françaises, Caligula et Messaline, voilà. Et puis, un titre aussi, alors rien que le titre, c'est tout improbable, mais c'est Les aventures sexuelles de Néron et Popée. Bon, voilà, je l'ai dit. Alors, les deux films qui sortent en 1981, et au budget, rachitique, au budget éthique, mais vraiment très très modeste. Deux films qui sont tournés en même temps, réellement. Et moi, j'avais lu l'interview d'une actrice qui est décédée maintenant, qui a joué d'ailleurs chez Jean Rollin, qui s'appelait Françoise Blanchard, et qui jouait dans ces films-là. Et elle disait qu'en fait, les journées de tournage, c'était 14 heures, 14 heures de tournage non-stop, et que d'une demi-journée sur l'autre, on passait d'un plateau à un autre. De Caligula et Messaline, par exemple, aux aventures sexuelles de Néron et Popée, quoi. Voilà. Et elle disait même que, le film Caligula et Messaline, son scénario, c'est pour vous montrer la folie du truc, avait été construit, écrit, d'après les stock shots
qui seraient insérés. Parce que évidemment, ces films-là, pour leur donner un peu de corps et un peu d'ampleur, étaient truffés d'anciens plans, d'anciennes séquences de péplum glorieux italiens, quoi, hein, les derniers jours de Pompéi, Les derniers jours d'Herculanum. Et on trouve comme ça des scènes dans ces films-là d'anciens péplum. Et en fait, le scénario de ces films-là était construit d'après les péplums, d'après les stock shots qu'on allait y insérer. Enfin voilà, quoi, c'est du cinéma vraiment bricolé à 100%. Donc, en 82, il change encore de style pour suivre la mode, et il réalise 2 films, donc Bruno Mattei toujours, de prison pour femmes. On a Pénitencier de femmes. Voilà, tout est dit. Et puis Révolte au pénitencier de filles. Ce sont 2 films pareils, tournés en stéréo, hein, l'un plutôt tourné par Par Traviasso, l'autre plutôt tourné par Mattei. Et qui sont 2 films, voilà. Alors qui sont pas si mal d'ailleurs, qui mettent en vedette, encore une fois, Laura Genser, pour évidemment attirer le spectateur, puisque c'était une très très belle fille qu'on voit constamment à poil dans les films, bon, voilà, donc évidemment ça attire les spectateurs, et voilà, toujours tourné selon le même procédé, même décor, même costume, même acteurs, etc. Alors 2 films d'ailleurs, mais que je vous conseille, qui sont pas si mal. il y a une certaine montée dramatique dans les films, mais ce qui n'empêchait pas la critique française de les descendre, mais alors de les désinguer de A à Z, quoi, hein. Je me rappelle que dans un magazine qui s'appelait La Saison cinématographique, en 1983, celui qui avait fait la chronique de ces 2 films renvoyait carrément l'amateur de cinéma bis à de la psychiatrie, quoi. Disait, mais ceux qui regardent ça, ils méritent d'être en hôpital psychiatrique, quoi. Bon, ce qui rend tout de suite le film attirant. Alors, donc après ce double programme film de prison de femmes. Alors là c'est le raté total, en 83, Mattei va signer un film qui devait réveiller en quelque sorte le genre moribond du péplum, qui a été un genre italien, avec ses heures de gloire. Et il a réalisé Les 7 gladiateurs en 1983, qui est un film produit, alors vous connaissez probablement, produit par la Canon, la fameuse maison de production, la Canon, qui avait un département, en fait, qui avait une branche européenne, la Canon Italia, ça s'appelait. Et la Canon misait comme ça, voulait miser sur le péplum, qui avait été un genre florissant fin des années 50, années 60 en Italie. Et ils s'étaient dit qu'ils allaient produire comme ça quelques films en Italie. Donc il y avait eu les 2 Hercules, je ne sais pas si vous connaissez, de Luigi Cozzi, il y avait eu les Barbarians aussi, de Ruggero Deodato, voilà, donc c'est quand même pas des chefs-d'œuvre, quoi. Et puis, qui avait plutôt bien marché. Et il y a eu les 7 gladiateurs, donc, de Bruno Mattei. Alors là, catastrophe, film complètement raté, mais complètement fauché, mais vraiment nul, quoi, hein. Bon, avec Lou Ferrigno en acteur, en vedette, qui joue vraiment comme un pied, quoi. Et pourtant, la Canon avait engagé d'anciennes gloires du péplum d'antan, Dan Vadis et puis Bradaris, peu importe. Cyril Danning aussi, Cyril Danning, et pourtant le film c'est une catastrophe au point qu'en voyant le résultat, les pontes de la Canon, les producteurs ont carrément voulu bloquer la distribution des 7 gladiateurs. Et d'ailleurs le film, si je ne me trompe pas, n'est même pas sorti en France au cinéma, quoi, hein. Et il est même dit qu'en voyant le résultat, les producteurs de la Canon ont balancé à la poubelle, au broyeur, si j'ose dire, les séquences qu'avait tourné Mattei. Bon au mal an, le film se fait quand même et sortira en VHS en France. Mais enfin, c'est vraiment c'est une grosse catastrophe. Après ça, il va faire les Ranalatan, donc je vais dire quelques mots, mais il aura fait aussi des westerns, en essayant là encore de réveiller les anciennes gloires italiennes du western spaghetti. Il aura fait des films de guerre. Aux Philippines, pour des raisons financières, parce que ça coûtait moins cher. Il aura fait de la SF, de la science-fiction, avec un film absolument dingue qui s'appelle Terminator 2.
mais c'est pas le Terminator 2 de James Cameron, ça je peux vous le dire. C'est pas exactement le même budget, mais qui est quand même... Moi que j'adore, qui se passe à Venise, enfin bref, c'est du délire. Il aura fait du thriller, il aura fait du Soudan de la mer, il aura fait du film de Cannibal, des films fous d'ailleurs, bon, complètement pompés sur Cannibal Holocaust. Il aura fait du film clairement érotique, mais pas porno, mais du film érotique, bon, c'est pas terrible. Et puis, il reviendra, juste avant de nous quitter, bon, il était atteint de tumeur au cerveau, juste avant de nous quitter, en 2006-2007, il reviendra au film de mort-vivant, ce qui a fait un peu sa gloire avec le fameux virus cannibale. Bon, la filmographie de Mattei, c'est vraiment une filmographie qui épouse en fait tous les genres et toutes les heures de gloire et tous les moments de crise du cinéma d'exploitation italien. Puis c'est Bruno Mattei, c'est pour ça que j'aime pas quand on le qualifie de réalisateur de nanar et tout. C'est quelqu'un qui s'est toujours fondu en fait dans le moule. Alors très, comment dire, un moule assez sévère quoi, de producteur qui était souvent assez radin et qui s'y est toujours adapté quoi, qui a toujours livré le boulot quoi, qui a toujours fait le boulot. C'est quelqu'un, alors là je cite, parce que j'en avais parlé, je cite l'actrice principale de Virus Cannibal, et c'était quelqu'un qui vivait en fait pour le cinéma, c'est ce qu'elle m'avait dit. C'est quelqu'un de passionné par ce qu'il faisait réellement, quoi. Donc c'est un artisan, mais au sens noble du terme. Et alors là, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché. C'est-à-dire que jusqu'à sa mort, jusqu'en 2007, où le cinéma bis italien était mort et enterré, quoi. Il n'y avait plus rien. La télé l'avait tué, etc. C'est quelqu'un qui a continué, vaille que vaille, coûte que coûte, à faire les films qu'il avait envie de faire. Ces deux derniers films, c'est 2 films de zombies. Juste avant, c'est 2 films de cannibales. Et il n'a jamais sacrifié son âme, il n'a jamais vendu son âme plutôt à la télévision. Voilà, à des produits un peu ripollinés, à des produits comme ça, télévisuels, quoi, j'ai envie de dire, et américanisés à fond. Il a toujours fait le cinéma qu'il a envie de faire. Et ça, je trouve ça, c'est un des seuls, quoi, dans ce genre. Et puis, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait un cinéma qui n'est jamais ennuyeux, en fait, qui n'est jamais ennuyeux. Il y a le sens du rythme, hein, c'est ce dont je vous parlais, c'est sûrement lié à sa formation de monteur. Et puis, vous le verrez dans les Rames Manhattan, puis là il y en a une paire, c'est un cinéaste qui a réalisé des films. Dans chacun de ces films, il y a au moins une séquence, une scène, une ou deux, qu'on ne peut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans un film de Mattei, une séquence qu'on n'oubliera pas. Alors, pour son côté outrancier, pour son côté très gore, pour son côté absurde même, pour son côté délirant, mais il y a toujours une séquence qu'on ne verra jamais ailleurs, et qui reste inoubliable. Et dans les Rames Manhattan, on en parlera peut-être après, mais ça manque pas, quoi. Comme dans Virus Cannibal. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un réalisateur extrêmement attachant en fait, hein. Et en ce sens-là, certains de ses films resteront dans les mémoires. Alors moi, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, je conseille évidemment Virus Cannibal, son film probablement le plus connu, Pénitencier de femmes, avec Laura Genser, donc c'est un film de prison pour femmes, KZ9, Camp d'extermination, film de nazi-exploitation, mais alors là, qui fait dans la putasserie maximale, quoi, mais qui est quand même bon à voir, Scalps, qui est un de ses westerns, qui est plutôt réussi, et puis Robo War. Alors, on verra peut-être la bande-annonce tout à l'heure, voilà. Qui est un plagiat, mais tout dingue, de Predator, quoi. C'est du Predator bis, quoi. C'est alors, toi. Voilà. Et puis, et les Rats de Manhattan, bien sûr. Donc, les Rats de Manhattan, c'est un film, en fait, qui arrive juste après les 7 gladiateurs, dont je vous parlais, qui a été un énorme échec, qui a été vraiment une catastrophe. Et donc, les Rats de Manhattan sort juste après. Alors, lui, il sort au cinéma, par contre, hein. Donc, les Rats de Manhattan, en version originale, c'est Rats, noté dit Terrore, donc les nuits de la terreur. Et en France, le film, alors c'est ça qui est étrange, le film va également sortir sous le titre Les Mutants de la Deuxième Humanité, quand il va sortir en province. En province, en fait, il n'aura pas le même titre qu'à Paris. Et ça, c'est assez étonnant. Voilà. Donc, Les Mutants de la Deuxième Humanité en août 84 en province et en décembre 84 à Paris, sous le titre Les Rats de Manhattan. Mais alors avec 2 affiches différentes en plus.
Donc ça, c'est extrêmement... c'est un cas assez unique, quoi. En fait, je connais pas d'autres cas voilà, pour un autre film. Alors, sur Paris et périphérie, donc, il va être distribué dans 9 salles. On est en 1984. Il va tenir l'affiche pendant 2 semaines. C'est pas terrible. Hein. Et au total, sur l'ensemble du territoire, il va réunir 75 000 spectateurs. C'est quand même pas terrible non plus. C'est pas un four, mais on est quand même pas loin. Et sur Paris, par contre, il va réunir environ 24 000 spectateurs. Bon, il continuera d'être diffusé dans les salles de quartier, alors notamment dans un cinéma que vous connaissez peut-être de nom, un cinéma fameux de Paris, un cinéma de quartier qui s'appelle le Brady, qui est boulevard de Strasbourg. Et mais bon, globalement, il n'y a pas foule quoi, pour les Rats de Manhattan. C'est pas un gros succès. Alors, de toute façon, les gens de notre génération, enfin en tout cas de ma génération, n'auront pas vu le film en salle, mais se rattraperont avec la VHS. Puisque le film va être édité par plusieurs boîtes, UGC, Vidéofilm, Proserpine, et fera les belles heures des vidéoclubs. Il connaîtra là pour le coup plus de succès qu'au cinéma. Mais n'empêche, toujours pas sorti en DVD et encore moins en Blu-ray, chez nous. Donc on attend un éditeur. Alors l'affiche la plus célèbre du film fera date elle aussi. Alors, je vais vous la montrer, je l'ai là. C'est l'affiche italienne et je vais vous en parler un petit peu parce qu'il me semble quelque chose d'assez intéressant. Alors, ça c'est la locandina italienne du film donc des Rats de Manhattan, donc qui est complètement différente de l'affiche qu'on voit là, de l'affiche française. Alors ça c'est l'affiche parisienne. C'est pas l'affiche provinciale. Et donc ça c'est l'affiche italienne, donc format italien, Rats note di terrore, avec au-dessus en accroche, après les oiseaux d'Alfred Hitchcock, arrivent les Rats de Manhattan, enfin arrivent les rats, là faut oser quoi, faut oser. Et alors, si je vous parle de cette affiche, c'est que en fait, dès l'affiche, dès le matériel publicitaire et promotionnel, on s'aperçoit de l'entourloupe. Parce que ce que vous venez de voir, les soldats là qui sont engoncés dans leur combinaison NBC, nucléaire, biologique, chimique, avec les masques à gaz, eh bien, ce dessin est repiqué, en fait, clairement, à l'affiche d'un film que vous connaissez peut-être, de Georges Pankosmatos, qui s'appelait Le Pont de Cassandra. Le Pont de Cassandra, qui est un film catastrophe, vachement bien. Alors, Georges Pankosmatos, c'est celui qui a fait Rambo 2, tout bêtement. Et en fait, les personnages que vous venez de voir, là, sous les rats, eh ben, en fait, c'est le même motif qu'une affiche d'un film qui était sorti en 1976. Donc, on voit que dès le matériel promotionnel, dès le matériel publicitaire, il y a déjà de l'entourloupe. Donc, c'est marrant, quoi. Mais alors, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est ce motif de l'homme au masque à gaz. Et ça, c'est un motif qui va revenir souvent, en fait, vous le verrez dans le film, dans le cinéma de Bruno Mattei, parce que Mattei aime, comme ça, exploiter à vil prix, à peu de frais, les peurs de l'époque. Et en 84, au moment où les Rats de Manhattan sort, on est encore en pleine guerre froide. Et on est encore sous la menace et on a encore peur de la guerre nucléaire, de la guerre biologique, de la guerre chimique. Et Mattei, évidemment, va jouer là-dessus dans plusieurs de ses films, dont Les Rats de Manhattan, mais aussi Virus Cannibal, etc. Et on trouve souvent, dans le cinéma de Mattei, des personnages qui portent comme ça un masque à gaz et des combinaisons les protégeant de rayons ou je ne sais quoi. Bon, c'est quelqu'un comme ça qui joue sur les peurs primales, j'ai envie de dire, d'une époque. Alors, pour les Rats de Manhattan, vous le verrez, mais on en parlera peut-être après si on a le temps. Dans la critique, la critique a souvent présenté ce film comme une espèce d'avatar italien de Mad Max 2, ou de New York 1997, comme un film post-apocalyptique, quoi, en fait. Et c'est vrai que, vous le verrez, les premiers plans, la voix off, etc., le contexte temporel font penser à un film post-apocalyptique. Vous verrez, ça se passe au 23e siècle, etc., il n'y a plus rien sur la Terre, très peu de choses, voilà. Mais en fait, regardez plus près, Les Rats de Manhattan, c'est plutôt un film d'horreur, et en particulier, ce film fait penser, vous verrez ça, mais moi il me semble, au huis clos de La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero. Et Mattei ne s'en cachait pas d'ailleurs, il avait une vénération, il nourrissait une vénération pour le cinéma de Georges Romero, et ça se voit dans Les Rats de Manhattan. On remplace
les rats par les zombies, par les morts-vivants, on se retrouve, à mon avis, dans la nuit des morts-vivants, tout bêtement. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, Romero qui va influencer énormément de ses films, notamment Virus Cannibale. Sans compter, alors je parlais de films d'horreur, sans compter cette fascination pour le rat, tout bêtement, hein, qui est une des phobies les plus utilisées dans le cinéma d'horreur, hein, il y a plein de films là-dessus, bien sûr, si bien que c'est la même chose que pour l'homme au masque à gaz, on trouve le rat, des rats, dans plein de films de Bruno Mattei, et notamment, bien sûr, dans Les Rats de Manhattan. Alors, comment dire, cette empreinte film d'horreur donnée au film, en fait, comment dire, elle vient, en fait, c'est l'idée alors d'une femme qui n'est pas créditée au générique des Rats de Manhattan. Elle vient c'est l'idée de la femme de Claudio Fragasso, qui s'appelait Rossella Drudi, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, et qui a eu l'idée, en fait, d'acclimater en quelque sorte le post-apocalyptique au film d'horreur. Et c'est elle également qui a écrit les dialogues, elle n'est même pas créditée au générique, hein. C'est elle qui a écrit les dialogues, c'est elle qui a eu, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais rien dévoiler, mais c'est elle également qui a eu l'idée du plan final, vous verrez ça, qui a fait date, qui est absolument dingue, quoi, qui donne une autre dimension au film. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, dès les origines de ce film, en fait, ce qui est plus original, en fait, qu'il n'y paraît, on a voulu mêler les motifs du film post-apocalyptique italien de base, genre, je sais pas moi, Les Exterminateurs de l'an 3000, des films comme ça, et du film d'horreur. Donc en fait, en ce sens-là, Les Rats de Manhattan, c'est un projet plutôt comme ça, hybride et assez intéressant. Alors, je vais aller vite, mais comme d'habitude, donc là, Bruno Mattei va tourner le film. Alors au studio, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est quand même assez incroyable. Il tourne son film dans les studios romains, qui s'appellent les studios De Paolis, pas Cinecittà, mais De Paolis, qui existent encore aujourd'hui, qui sont derrière la gare de Rome. Et on reconnaît la rue principale d'ailleurs de ces studios dans le film. Pour un tournage qui va durer 4 semaines, parce que, comme le disait un acteur, 2 prises maximum. Pour chaque scène, 2 prises maximum. Et puis si c'est pas bien, c'est pas grave. Quoi. Je veux dire, on n'a pas de pellicule à gâcher. Donc c'est pas du Kubrick, quoi. Je veux dire, voilà. Ça va très vite. Et alors, ce qui est fou, et là c'est complètement dingue, et c'est presque émouvant quelque part, c'est qu'en fait, les scènes intérieures, parce que le film se passe en huis clos, vous le verrez, donc c'est souvent des séquences intérieures, les films intérieurs sont filmés en fait dans les décors laissés à l'abandon d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'est-à-dire que là, on est vraiment aux antipodes, quoi. On a un tout petit produit, Les Rats de Manhattan, qui est tourné dans les décors d'Il était une fois en Amérique, qui est une espèce de fresque. Je pense que vous l'avez vu peut-être, mais je veux dire qu'il y a une fresque absolument monumentale de Sergio Leone, et ce sont les mêmes décors. C'est le bar, pour ceux qui l'ont vu, ça se situe en fait dans le bar juif d'Il était une fois en Amérique, et dans cette salle où Jennifer Connelly, pour ceux qui connaissent le film, danse à un moment donné, c'est une scène absolument splendide d'Il était une fois en Amérique, et Les Rats de Manhattan est tourné dans ces décors laissés à l'abandon, puisque Sergio Leone venait de terminer le tournage d'Il était une fois en Amérique, et Mattei s'est servi de ces décors. Bon, je trouve ça, moi, assez émouvant. Alors, Les Rats de Manhattan, c'est un film aussi, alors comme c'est film de prison de femmes et c'est Péplum, c'est un film, en fait, coproduit par la France. C'est une coproduction italo-française, en fait. Donc, il y a une maison de production italienne soutenue par un producteur alors très culte aujourd'hui, qui est mort, français, qui s'appelait Jacques Létienne. Jacques Létienne, qui distribuait effectivement aussi beaucoup de films. Et par une société niçoise qui produisait des comédies françaises, peu importe. Ce qui fait que, pour des raisons contractuelles, on trouve dans Les Rats de Manhattan beaucoup de Français, en fait. Et on trouve au montage, pas Bruno Mattei, qui d'habitude montait ses propres films, mais on trouve le nom de Gilbert Kikoïn. Et pas Gérard Kikoïn, mais Gilbert Kikoïn, qui en fait est le frère du réalisateur de films porno bien connu, Gérard Kikoïn, qui aurait donc monté Les Rats de Manhattan. Mais alors, ces Français, on les trouve surtout au casting. Et alors là, c'est du délire, vous verrez ça. On a notamment une actrice une très jeune actrice qui s'appelle, vous verrez, Anne-Gisèle Glass, qui joue le rôle d'une nana qui n'arrête pas de hurler dans le film,
qui s'appelle Myrna, et qui entamait là sa carrière, en fait. Et alors, cette fille que j'ai eue au téléphone, parce que je voulais absolument une interview d'elle, mais bon, finalement, elle a décliné. C'est une nana donc, qui a commencé avec Bruno Mattei, c'était un de ses premiers films, qui a joué aussi dans un truc hyper glauque, une version de Trévis, de moi, Christiane F., drogué, 13 ans, drogué, prostituée, voilà, bon, qui film très très glauque, peu importe. Et cette nana-là, en fait, elle a poursuivi sa carrière, alors dans des séries françaises, des années 90, des années 2000. Elle a même été présentatrice sur Arte pour une émission tout à fait culturelle, donc. Et elle a tourné, après les Rats de Manhattan, pour des réalisateurs comme Godard, Jacques Doyon, Costa Gavras, enfin toute la bande de grands réalisateurs. Et elle avait commencé donc dans les Rats de Manhattan, ce qui est quand même incroyable. Et moi je l'ai eu au téléphone. Elle tenait un magasin de produits bio, bon voilà, de commerce équitable et compagnie, bon. Et je l'avais eu au téléphone. Et je lui dis, mais j'aimerais bien vous parler des Rats de Manhattan quand même, de votre film aussi qui s'appelait À 16 ans dans l'enfer d'Amsterdam, cette espèce de remake donc, de Christian F. Et elle était d'accord et tout, je lui avais envoyé mon interview, et finalement, elle n'a pas donné suite, parce que j'ai bien senti qu'elle voulait tirer un trait sur cette période de sa carrière. Quoi. Que pour elle, c'était vraiment peut-être pas que des bons souvenirs, en fait. Voilà. Donc, il y a cette actrice, vous la verrez, hein, c'est Myrna, on tenait bien son nom. Et puis, il y a un autre Français qui s'appelle Jean-Christophe Bretignière. C'est pareil, c'est complètement fou ça, qui au générique, vous verrez, apparaît sous le nom de Christophe Breitner, c'est un pseudonyme, et ce mec-là, c'est son premier film. Et en fait, il va tourner ensuite dans des séries, des téléfilms français, et il va même terminer au casting de Plus belle la vie. Voilà. Et il aura commencé dans les Rats de Manhattan, et il terminera dans Plus belle la vie. Changement d'ambiance, quoi. Hein. Changement d'ambiance. Alors donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des acteurs français quoi hein, dans ce film et qui ont des destins absolument improbables quoi après avoir tourné dans des films comme ça. Alors on trouve quand même, je vais aller plus vite, on trouve quand même quelques Italiens, quelques Américains et moi j'ai eu la chance de discuter avec une des actrices du film, une autre actrice du film qui elle était beaucoup plus prolixe, parlait beaucoup et donc ça c'était intéressant. Alors vous verrez, c'est l'actrice qui est nommée dans le film Chocolat. Son surnom, mais vous verrez pourquoi. Elle s'appelle Chocolat. Et elle me disait en fait, et ça c'est presque émouvant aussi, c'est qu'elle, j'ai sa citation là, elle me disait qu'en fait, sur le tournage des Rats de Manhattan, c'était une véritable famille, il y avait une super ambiance, tout le monde s'entendait très bien. Alors, ils étaient payés des cacahuètes, hein, c'était $250 par semaine. $250 par semaine, donc rien du tout quoi. Et ces acteurs, même encore aujourd'hui, étaient restés en fait en contact, Donc une véritable petite famille s'était créée quoi. Voilà. Alors très vite, un acteur italien, c'est le chef de bande que vous verrez, qui s'appelle Kurt dans le film. C'est un acteur qui s'appelle Ottaviano Dell'Acqua, peu importe, qui était cascadeur à l'origine, et vous le connaissez tous parce qu'en fait c'est un acteur qui a joué dans L'Enfer des zombies de Lucio Fulci. Je suppose que vous l'avez, enfin, peut-être que vous connaissez. Et en fait, il joue le rôle d'un zombie. Donc on ne le reconnaît pas, évidemment, il est maquillé. Et c'est le zombie, pour ceux qui aiment bien le cinéma de Fulci, c'est le zombie qui a plein de vers de terre dans l'œil à un moment donné. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui voient, c'est même carrément une affiche, c'est l'affiche américaine du film. Et en fait, c'est le chef de bande dans les Rats de Manhattan qui joue un zombie dans L'Enfer des zombies. Voilà. Alors je vais passer un peu parce qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire. Alors la fameuse actrice qui joue Chocolat, qui s'appelle Geretta, c'est un pseudo évidemment. C'est aussi une actrice qui a une toute petite carrière, mais que vous connaissez peut-être parce qu'elle a joué dans Demons de Lamberto Bava. Qui est sorti en Blu-ray il n'y a pas si longtemps en France, et c'est la première victime en fait des démons. Enfin, c'est la première qui se transforme dans le cinéma maudit, de Demons en fait.
Hein, c'est une actrice noire, hein, et voilà, vous verrez. Quoi, et elle joue donc dans Les Rats de Manhattan. Elle passe son temps à crier aussi, enfin, c'est infernal. Quoi. Voilà. Alors, je vais quand même, pour terminer, vous donner une citation de cette actrice avec qui j'avais discuté, donc, et elle me parlait de Bruno Mattei, donc de ce réalisateur. Et elle me disait, Bruno était comme un père pour moi. Ou mieux, comme un vieil oncle du genre savant fou. Bon. Il ne disait pas grand-chose sur le tournage et pensait tranquillement à ce qu'il allait tourner en fumant sa cigarette. Il donnait alors ses directives à l'équipe et il disait « Pas d'argent, mais qui s'en soucie? Nous utiliserons des rats en caoutchouc. Hein » Voilà. Donc, et elle me disait, je la cite encore, que ce Bruno Mattei, c'était un génie monstrueux avec un incroyable savoir-faire en matière de montage. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, dernière petite chose, parce que après j'arrête, je suis un peu bavard, mais quand on parle de Mattei, voilà, il y a plein de petites rumeurs, plein de petites légendes qui courent autour de ce film, et dont je voulais quand même vous toucher quelques mots. On dit, alors c'est une jolie légende, mais on dit aujourd'hui que dans les studios De Paolis, hein, qui existent encore à Rome, hein, bon, il y a encore des tournages qui se font, on dit que bien les rats qui avaient été apportés sur le tournage, eh bien, ont fait des petits, et on dit que les descendants, donc des rats de Manhattan, nicheraient encore, hein, comment dire, dans les studios des Paolis, et qu'on verrait parfois des rats comme ça, hein, se balader, et ce serait en fait les descendants des rats de Manhattan. Petite légende, mais qui est plutôt amusante. Et alors les rats utilisés dans le film, vous verrez, on a tout dit sur eux. On a dit que c'était les chiens, hein, des petits chiens, quoi, des terriers ou je ne sais quoi, hein. Bon, voilà, des teckels ou je sais pas quoi, qui étaient, qui étaient maquillés, à qui on avait rajouté des queues, etc. Ce qui est totalement faux. Même si ce procédé, a déjà été utilisé dans des films de rats. On utilisait des chiens, hein, des petits chiens, qu'on maquillait en rats. Notamment un film qui vient de sortir en Blu-ray en France, qui s'appelle Les Rats Attaquent. Qui vient de sortir là, et on voit très clairement que ce sont des chiens en fait, pas du tout dans les Rats de Manhattan. On a dit aussi qu'il y avait des petits kangourous qui étaient déguisés en rats, parce que comme ça le kangourou quand il saute, on a l'impression qu'il attaque, hein, voilà, il est en position d'agressivité et donc il attaque, ce qui est totalement faux aussi. On a parlé aussi, alors là par contre c'est vrai, on a parlé de souris de laboratoire, de cobayes, qui avaient été trempées. Alors aujourd'hui, à mon avis, ça passerait plus, mais bon, qui avait été trempé dans de la peinture noire et dans de l'huile, pour les rendre plus moches, on va dire. Voilà, ça c'est vrai. On a parlé aussi de rats qui étaient littéralement balancés, vous verrez ça, sur les acteurs, hein, pour les rendre plus agressifs. Mais On les lançait à la main, il y avait un opérateur qui balançait ça comme ça. Ce qui est vrai. Et malheureusement, et vous le verrez à l'écran, moi je l'ai revu pour présenter ce film, on a aussi parlé, et c'est vrai, de rats, à un moment donné, qui prennent feu, quoi, qui brûlent. On le voit à l'écran. Hein, voilà. Inutile. Bon, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas la même sensibilité concernant les animaux, etc. Puis les Italiens s'en merdaient pas, de toute façon. Hein. Donc voilà. Mais Mattei encore moins que les autres. Donc il y a des rats qui ont cramé sur le tournage des Rats de Manhattan. Alors vous verrez aussi pour les rats qu'il y a un très très mauvais effet spécial, mais c'est pas grave, où on a des rats en caoutchouc pour le coup, ou en carton, je sais pas trop, qui sont posés sur un tapis, un espèce de tapis qu'un opérateur doit tirer comme ça, et puis on a l'impression comme ça que les rats, c'est des rats en caoutchouc, hein. On voit qu'ils sont fixes comme ça, et comme s'ils avançaient quoi vers les protagonistes pour les attaquer. Bon, ça passe pas du tout, mais je préfère encore voir ça que des rats qui brûlent, quoi. Voilà. Il y a même une actrice qui a dit, alors c'est celle qui joue, vous verrez, la dénommée Lilith. Elle a une scène dans un sac de couchage, à un moment, c'est un peu n'importe quoi. Bon. Et qui a dit, pour vendre le film, qu'on lui avait placé un rat, un vrai rat, hein, dans la bouche, bon, etc. Elle vendait le film, quoi. Bon, elle a dit qu'elle avait été mordue par 300 rats, qu'on les avait pas nourris pour les rendre plus agressifs. Vous verrez les rats, ils sont totalement amorphes d'un film. Bon, donc c'est totalement faux. Et Claudio Fragasso, d'ailleurs, m'a dit personnellement que c'était totalement faux et que c'était un faux rat. Vous verrez d'ailleurs la scène qu'on lui avait placée dans la bouche, bien sûr. Mais elle essayait de vendre le film, de le rendre plus, bon voilà, plus intéressant, plus mystérieux, etc. Bon, ça va pas servir à grand chose parce que
Oui, elle n'a plus rien fait après. Voilà. Et puis alors, pour terminer, il faut quand même savoir que Mathieu Kassovitz a pensé un jour un film, Mathieu Kassovitz, faire un film racontant le tournage des Rats de Manhattan. Voilà. Alors, c'est Christophe Lemaire qui raconte ça, mais Kassovitz avait adoré les Rats de Manhattan. Il était allé le voir avec Christophe Lemaire, qui était un journaliste de Starfix, et c'est un réalisateur, Bruno Mattei, c'est un réalisateur qui l'avait fasciné. Et il est dit qu'un jour, il avait pensé faire un film racontant le tournage des Rats de Manhattan. Moi, j'en rêve, évidemment, mais bon, pour l'instant, on voit rien, quoi. On voit rien bien. Je termine en disant que c'est le film, donc un des films les plus connus de Bruno Mattei, avec Virus Cannibal. C'est le film préféré de Bruno Mattei, de toute sa filmographie. C'est celui qu'il préfère. Et c'est pas un hasard si la Cinémathèque française, établissement glorieux s'il en est, avait choisi, en 1996, pour présenter Bruno Mattei, un double programme, Virus Cannibal, Les Rats de Manhattan. Donc voilà, c'est vraiment, c'est devenu un film. Je vous remercie.